Alors nous allons passer maintenant à la définition et à l'explication de ce que sont les systèmes d'exploitation. Donc un mot d'abord sur la notion de système, avec Joël de Ronet qui nous dit qui est un systémicien, hein, qui nous dit que un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Donc les propriétés d'un système, par définition, sont différentes de la somme des propriétés des éléments qui le constituent. L'exemple le plus classique, hein, c'est que la molécule d'eau, H2O, constitue un système dont les propriétés ne sont pas la somme des propriétés des atomes d'oxygène et d'hydrogène, mais que la molécule d'eau développe des propriétés qui lui sont propres, en particulier sa polarité. Donc on parle là de propriétés émergentes, c'est-à-dire qu'on a un mode de pensée qui est un peu en rupture avec la pensée cartésienne, linéaire. On introduit de la non-linéarité et des phénomènes de rupture d'émergence. C'est quelque chose qui est très important à mon avis pour la biologie en général et puis en agronomie aussi. On peut décomposer un système en sous-systèmes. Donc le système peut être aussi compliqué, aussi complexe qu'on veut. Alors, sur le plan méthodologique, on va décrire l'organisation d'un système par une analyse structurale, sa structure, et aussi par une analyse fonctionnelle qui décrit plutôt les processus entre les éléments du système. Les échanges d'informations, de matière, etc. Ça, c'est un peu théorique. Regardons en fait ce qu'est un système d'exploitation. Sa définition, c'est qu'il s'agit d'une unité économique dans laquelle l'agriculteur pratique un système de production en vue d'obtenir un profit. J'insiste sur cette notion. L'agriculteur n'est pas un altruiste qui veut sauver la planète, forcément. Hein. C'est juste quelqu'un qui a une activité économique et qui espère en vivre et qui répond à un besoin. Donc son activité économique est essentielle, elle est importante. Mais lui, de son point de vue, dans le système d'organisation économique moderne, eh bien, il essaie simplement de faire une marge, de faire un profit. Donc c'est une définition contemporaine, moderne, qu'il faut différencier de la définition traditionnelle dans laquelle un agriculteur cherche à obtenir de la nourriture et des matériaux pour lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle l'agriculture vivrière. Ce sont des agriculteurs qui cultivent pour eux-mêmes, pour leur propre consommation. Un système de production, maintenant, ça se trouve à l'intérieur d'un système d'exploitation, donc c'est un sous-système. C'est l'ensemble structuré des facteurs de production, technique, capital foncier, travail, capital intellectuel, combinés pour assurer une production végétale et ou une production animale, en vue de satisfaire les objectifs de l'exploitant agricole. Donc là, c'est un agronome qui s'appelle Jouve qui a posé cette définition. Ces systèmes de production peuvent être intensifs ou extensifs et plus ou moins complexes. Un exemple de système de production va être la polyculture. Un autre, la monoculture. Un autre, concernant les productions animales, l'élevage hors sol. Un autre encore, la polyculture-élevage, l'horticulture, etc. Tout ça sont des systèmes de production dans un système d'exploitation agricole. Ce système de production inclut quasi systématiquement un système de culture, je dis quasi, pas toujours, et éventuellement un système d'élevage. Le système d'exploitation est régulé par des processus de gestion. Vous voyez qu'ici on parle des interactions entre les éléments du système, en vue d'atteindre un objectif de production, tenant compte de multiples contraintes. Alors ces contraintes, ça va être les contraintes naturelles, la géographie, la météorologie, qui impactent directement le système de production, les possibilités techniques, qui sont corrélées ou qui déterminent aussi les objectifs de l'exploitant. En fonction de ses moyens techniques, il va avoir des objectifs différents, qui impactent directement aussi le système de production. L'exploitant va définir un système de gestion, qui sera un compromis aussi avec les moyens de production disponibles. Hein. Ce système de gestion va avoir un impact et va interagir avec le système de production. Ces moyens de production dépendent des achats, mais aussi de l'environnement socio-économique. Donc, vous
voyez, on a des interactions multiples entre ces différents éléments qui vont expliquer le fonctionnement du système et les processus en jeu, avec beaucoup de contraintes extérieures. Concentrons-nous maintenant sur le système de culture à l'intérieur du système de production, à l'intérieur du système d'exploitation. Donc, il correspond à un ensemble de parcelles qui sont cultivées de façon homogène. Il se définit par la nature des cultures, ce qu'on appelle l'assolement, leur ordre de succession, qu'on appelle la rotation, et les techniques mises en œuvre pour cultiver, qu'on appelle l'itinéraire technique. C'est un autre agronome français réputé, Sébillot, qui a posé cette définition. Les choix effectués en matière de culture sont influencés par de nombreux facteurs externes. Les facteurs naturels, bien sûr, sol, climat, topographie, hydrographie, environnement biologique. Les facteurs techniques, les espèces et les variétés disponibles, on dirait les génotypes aujourd'hui. La nature du parcellaire, ce qui sont des petites parcelles, des grosses parcelles, avec des haies, sans haies, etc. La maîtrise de l'itinéraire technique, quel est le niveau de qualification de l'agriculteur, de ses ouvriers, quel est le capital, disons, de technique de l'agriculteur, en fait. Les facteurs économiques, donc on a le capital foncier, la surface, la qualité des terres, le matériel, également sa disponibilité, sa qualité, la main-d'œuvre, est-ce qu'elle est disponible, est-ce qu'elle est chère, pas chère, les débouchés, quelle est la demande, quel est l'état du marché, quels sont les prix, quels sont les volumes qu'on peut écouler, et la rentabilité, bien sûr, derrière. Donc, quelles sont les cultures plus ou moins rentables que peut faire un agriculteur. Enfin, il y a les facteurs humains, les objectifs propres de l'agriculteur, qui peut avoir des choix éthiques, des choix moraux, des choix techniques, des préférences pour telle ou telle culture plutôt qu'une autre, sa technicité, donc sa formation, son temps de travail et la disponibilité de conseils. C'est-à-dire dans quel environnement socio-professionnel se trouve l'agriculteur. C'est quelque chose sur lequel on reviendra. L'agriculture ne se fait pas tout seul dans son coin. Elle dépend d'un réseau socio-professionnel très développé, avec des filières de production, avec du conseil technique, agricole, de la recherche, etc., etc. Donc dans le système de culture, voyons la notion d'assolement. L'assolement, c'est la répartition spatiale des différentes productions végétales au sein d'une exploitation. Et par extension, c'est la surface, donc la surface, en ancien français on disait la sole, consacrée à chaque culture. Donc vous avez un assolement de blé ici de 60 hectares, c'est des parcelles jaunes, réparties sur 4 parcelles, 40 hectares d'orge en rouge sur 2 parcelles et 30 hectares de colza sur une parcelle. Vous avez également une parcelle de prairie permanente, hors assolement, de 8 hectares. Elle est hors assolement puisqu'elle n'est pas cultivée. Elle fait partie de la SAU, elle fait partie des surfaces de production végétale, mais elle n'est pas cultivée. Deuxième notion très importante, la rotation, vous avez compris, c'est la succession des cultures sur une même parcelle, c'est-à-dire c'est la répartition non pas spatiale, mais cette fois temporelle, des différentes productions végétales au sein d'une exploitation. Vous pouvez avoir des rotations triennales, c'est-à-dire que la même culture revient tous les 3 ans, colza, l'année suivante un blé, l'année suivante un orge, puis l'année suivante on revient colza, blé, orge, etc. Une rotation sur 9 ans, betterave, blé, avoine, pois, blé, prairie temporaire pendant 4 ans, ou alors une absence de rotation avec une monoculture de maïs. Ce sont des parcelles qui ne voient que du maïs chaque année. La relation étroite entre rotation et assolement, eh bien, vous pouvez avoir plusieurs rotations par exploitation, et la rotation peut évoluer au fil des ans. Donc ici, l'exemple d'une exploitation de 120 hectares. Vous avez une rotation colza, blé, orge, avec un assolement de 40 hectares pour chaque culture. Et puis un assolement colza, blé, avoine, luzerne pendant 2 ans, blé, avec des surfaces de 20 hectares de colza, 40 hectares de blé, 20 hectares d'avoine et 40 hectares de luzerne. Donc évidemment, c'est en connaissant la rotation et l'assolement qu'on peut piloter sur plusieurs années la production végétale. Enfin, troisième élément, l'itinéraire technique. Donc on a vu, on les nomme ITK, vous voyez qu'ils s'intègrent
ici quelque part dans le système de production, soit au niveau du système de culture, soit au niveau du système d'élevage, soit entre les deux. Donc les ITK, les itinéraires techniques. Un itinéraire technique est la combinaison logique et ordonnée des différentes techniques appliquées à une culture en vue d'atteindre un objectif donné de rendement. Donc une extension de la définition peut concerner un objectif de qualité, par exemple pour le blé dur ou le blé tendre, la teneur en protéines, le calibre d'un fruit, donc vous voyez, des choses qui n'ont pas à voir directement avec le rendement, mais avec la qualité intrinsèque du produit, et puis des objectifs environnementaux, comme le fait de vouloir éviter de lessiver les nitrates, par exemple. Donc tout ça va rentrer aussi dans l'itinéraire technique. Un itinéraire technique classique comprend en général quelques grandes étapes comme la préparation du sol, le semis, la fertilisation, la protection des plantes, la récolte et la gestion de l'interculture. Qu'est-ce qu'on fait entre deux cultures? Est-ce qu'on laisse le sol nu, etc. Un exemple d'itinéraire technique et de raisonnement qui conduit à un itinéraire technique. Vous augmentez la densité de blé en vue d'avoir un meilleur rendement à l'hectare. Donc il faut apporter plus d'azote. Mais quand vous mettez de l'azote, vous avez un risque de verse. La verse, c'est quand le blé se couche et devient donc est perdu en fait. Le vent ou la pluie ou des intempéries ou des maladies peuvent faire se coucher le blé. Si la tige est très longue, eh bien le blé se couche sur de grandes surfaces et vous perdez une partie de la récolte. Pour éviter ce risque de verse, eh bien on utilise un raccourcisseur d'entre-nœuds. Donc on applique une hormone, une gibérelline, qui va raccourcir la taille de la tige en diminuant les entre-nœuds. Et donc, vous voyez qu'on a une logique interne entre les techniques qui sont utilisées en fonction de l'objectif. L'objectif étant d'augmenter la densité de blé pour avoir un meilleur rendement. Voici un exemple d'itinéraire technique pour une culture d'orge d'hiver, avec un exemple trouvé donc chez un autre agronome, donc en 1997, M. Villain. Vous avez ici différents stades de développement de la culture, donc de l'orge d'hiver. Eh bien, l'itinéraire technique va comprendre le broyage des pailles, l'utilisation de divers outils de travail du sol qu'on verra plus tard, le chisel et le canadien, un apport phosphopotassique plus un labour, donc ici un travail du sol qui suit une fertilisation, une préparation au semis, un désherbage avant la levée. Donc vous voyez, c'est l'étape 5 ici, 4, pardon, juste avant la levée de l'orge. En 5 et 6, un insecticide. En 7, une fertilisation azotée, un premier apport. En 8 et 9, un désherbage antigraminé. Donc le 9 étant un rattrapage éventuel, ça c'est une marge de manœuvre. Si le premier a suffi et que la pression des adventices c'est un synonyme de mauvaise herbe, donc c'est moins insultant de dire adventice et c'est techniquement plus correct. Mauvaise herbe, c'est quelque chose, c'est une notion un peu relative, subjective. Eh bien, vous pouvez faire un deuxième désherbage antigraminé. En 10, on apporte, donc ça c'est en 10, c'est quand l'épi est à 1 cm, on apporte une deuxième dose d'azote. En 11 et 13, on fait un fongicide pour protéger la plante contre les champignons. Et en 12, un raccourcisseur de paille, donc ce fameux raccourcisseur d'entre-nœuds pour éviter la verse. Donc vous voyez que c'est un ensemble de techniques coordonnées en vue d'atteindre un objectif. Alors on peut encore raffiner un petit peu les définitions et distinguer dans l'itinéraire technique ce qui relève d'une technique culturale et ce qui relève d'une pratique culturale. Ça va un peu loin, mais la technique culturale, c'est l'ensemble raisonné et ordonné d'opérations qui ont un objectif agronomique déterminé. Par exemple, la fertilisation. La fertilisation, c'est un ensemble d'opérations qui va avoir un objectif agronomique, d'augmenter le rendement, enfin, d'améliorer la nutrition des végétaux en vue d'augmenter le rendement. Une pratique culturelle, c'est l'activité élémentaire d'une technique culturelle. Par exemple, l'application d'engrais par épandage est une pratique culturelle
de la fertilisation, qui, elle, est une technique culturelle. Voilà. Donc, on peut obtenir une technique culturelle en mettant en œuvre plusieurs pratiques culturelles. Vous pouvez faire une application d'engrais par épandage, mais vous pouvez aussi semer un engrais vert qui va piéger de l'azote, qui sera restitué au sol, etc., etc. C'est aussi une pratique de fertilisation. Alors, comment se gère concrètement un assolement? Donc, on l'a dit, ça consiste à répartir les surfaces d'une exploitation donc, entre des cultures qui ont les mêmes caractéristiques techniques. Hein, donc, c'est la notion spatiale de la distribution, de la répartition des cultures. Donc, chaque ensemble constitue une sole. Donc, vous avez la sole fourragère, la sole céréalière, etc. Et les cultures en place, pour plusieurs années, sont dites hors assolement. Elles sont dites dessolées. Normal, puisqu'il ne va pas y avoir de rotation sur cette sole, elle ne va pas changer. La motivation de pratiquer un assolement diversifié, c'est de sécuriser la production face à des aléas climatiques. C'est la traduction du bon sens de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est aussi de mieux organiser le travail. Si vous avez l'ensemble de votre exploitation cultivée en une seule espèce, du blé par exemple, eh bien, vous allez devoir réaliser tous les travaux au même moment. Ce qui n'est pas possible techniquement, ou alors qui va vous coûter plus cher, parce qu'il faudra embaucher de la main-d'œuvre, avoir plusieurs tracteurs. Alors que si vous avez plusieurs cultures, eh bien, les travaux vont être mieux répartis dans le temps. À un moment, vous allez travailler sur le blé parce que c'est le moment de travailler sur le blé, et puis quand la culture de maïs l'exige, vous travaillez sur le maïs, puis ensuite sur le chou, etc., etc. Ça permet aussi un étalement des récoltes qui peut être intéressant pour avoir des rentrées d'argent plus régulières dans l'année, même si en grande culture, bon, ça va quand même être groupé sur l'été. Hein. Le choix des cultures, alors là, il y a des facteurs exclusifs. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut simplement pas faire. On ne peut pas faire pousser des bananes à Lille, d'accord ? Donc là, c'est les conditions agroclimatiques essentiellement, et parfois aussi le contexte socio-économique. Il y a des cultures tout simplement qui ne se vendent plus. Bon. Et puis il y a des facteurs restrictifs. Là, c'est des facteurs personnels, des choix de l'agriculteur, des choses qui sont spécifiques à l'exploitation, à son histoire. Bon. Donc là, c'est pas exclusif, mais ça va être des restrictions en fonction des décisions de l'agriculteur. Les contraintes agroclimatiques incontournables, ben, vous avez les conditions climatiques. D'abord, l'eau et la température, hein, qui sont extrêmement déterminants. La température pour les plantes gélives, hein, par exemple, les plantes méditerranéennes qui ont des optima thermiques élevés. Donc ça va avoir aussi une incidence sur la demande en eau. Les précipitations, vous avez des risques d'ennoyage des parcelles ou tout simplement des précipitations parfois qui sont mal réparties dans l'année. Ça va être le cas dans le bassin méditerranéen typiquement. Hein. Il pleut énormément à l'automne et puis il pleut plus du tout le reste de l'année. L'ensoleillement avec l'exposition des parcelles, très importante en culture maraîchère ou en viticulture. Et puis vous avez les conditions édaphiques, donc qui sont relatives au sol. Édaphique, ça veut dire en lien avec le sol. La profondeur d'enracinement, est-ce que la roche-mère est très près de la surface ou pas ? Donc là, il y a des plantes qui ont besoin d'un enracinement profond, d'autres moins. Est-ce que ce sont des terrains praticables en fonction de la pente, de la nature physique du sol ? Est-ce que c'est un sol qui peut être travaillé ? Si c'est un sol très argileux, très lourd, qui garde beaucoup d'humidité, ben, il faudra éviter de passer le tracteur dedans. Hein. Et puis ces caractéristiques chimiques telles que son pH, c'est quelque chose qu'on reverra dans le détail quand on parlera dans le chapitre sur le sol. Ensuite, il y a les contraintes socio-économiques. Ben, le prix des produits, tout simplement. Alors le prix est parfois quelque chose de compliqué à déterminer, puisque vous avez des prix libres, qui sont les prix de marché, et puis vous avez des prix qui sont plus ou moins manipulés de façon à favoriser un certain type d'agriculture ou une certaine évolution de l'agriculture ou une certaine préservation de l'environnement, etc., avec des prix garantis, des primes, des aides indirectes ou directes qui vont largement influencer la rentabilité d'une culture donnée. Ensuite, il y a les débouchés, hein, avec des contrats de culture. L'agriculteur peut passer un contrat avec une coopérative ou un industriel. Donc on parlera dans ce cas-là de production intégrée avec une notion de filière, c'est-à-dire qu'il y a une coordination entre l'amont de la filière, l'agriculteur, et l'aval, c'est-à-dire la transformation, voire parfois même la distribution.
L'existence de nouveaux débouchés. On va se lancer dans une nouvelle culture, par exemple, parce qu'il y a une demande tout à fait nouvelle en bioéthanol. C'est ce qui s'est passé en France dans les années 2000, hein, qui a relancé la culture du colza. Le fait que vous êtes dans un terroir ou dans un bassin industriel dans lequel se trouvent des usines de transformation, comme dans le Nord, par exemple, on va avoir des champs de betteraves pour les sucreries, des champs de cannabis, de chanvre, donc, parce qu'il y a des usines textiles qui fabriquent des isolants aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très utilisé maintenant, les isolants en fibre de cannabis. Les facteurs sociologiques, les changements d'habitudes alimentaires, donc ça influence le marché. Par exemple, aujourd'hui, on va manger moins de pain, moins de pommes de terre qu'il y a 50 ou 60 ans. Dans les pays occidentaux, on commence à manger moins de viande. Par contre, dans le sud-est asiatique, qui vient juste d'accéder à un certain niveau de vie, eh bien, au contraire, on mange beaucoup plus de viande. Donc, vous voyez, les débouchés évoluent en fonction des modes et des idéologies et des besoins des consommateurs. On doit également prendre en compte pour l'assolement les contraintes techniques et humaines, hein, quelles sont les technologies et les matériels disponibles, les connaissances techniques de l'agriculteur, la présence de conseils techniques, on y reviendra dans le dernier chapitre, les chambres d'agriculture en particulier, ou les techniciens de coopératives, qui vont énormément aider l'agriculteur à l'encadrer, le rôle des associations, les AMAP pour la distribution, par exemple. Donc là, vous allez faire un choix d'assolement en fonction des besoins, des demandes de vos clients en vente directe. Les GRAB, hein, groupements régional d'agriculture biologique, les GVA, les groupements de vulgarisation agricole, ou de groupes de valorisation agricole, pardon. Donc, qui sont des clubs techniques qui vont permettre des échanges sur les pratiques, sur ce qui marche pas en fonction des sols, etc. Et puis, bien sûr, les goûts personnels de l'exploitant. Si on regarde l'assolement sur assez longue période en France, ça a pu changer depuis. Bon, là, j'ai une donnée entre 1970 et 2000. Vous avez deux cartes. Hein. Ça vous donne un indicateur de diversité de l'assolement par commune. C'est un niveau de résolution spatiale très, très pointu, très, très petit. On va à l'échelle de la commune, et bien on voit si l'assolement est diversifié en fonction des régions. Et bien vous voyez qu'entre 1970 et 2000, on a énormément perdu de diversité d'assolement, parce que plus vous avez une couleur vert foncé, plus l'assolement est varié, et plus vous allez vers le rouge, moins l'assolement est varié. Vous voyez que certains bassins de production en particulier, tels que le sud-ouest et les grandes plaines de la Beauce, sont beaucoup moins diversifiés en 2000 qu'en 1970. Donc on a eu une évolution de l'agriculture vers moins de diversité. Donc cette classe de culture représente 90% de la sol cultivée en France. Donc blé tendre, blé dur, orge, maïs, colza, tournesol et prairies temporaires. Donc ça rejoint un peu les données qu'on a vues tout à l'heure. Pour plus de 85% d'exploitations agricoles, il y a moins de 4 classes de culture qui couvrent plus de 80% de la surface. Et puis enfin, vous avez l'assolement de certaines régions qui est dominé par une seule céréale, par exemple, typiquement, le maïs dans le sud-ouest ou en Alsace. Ou encore le blé dur dans le bassin méditerranéen. Le blé dur, c'est une variété de blé avec laquelle on fait les pâtes alimentaires. Donc vous voyez que c'est pas du blé panifiable, on ne fait pas de pain avec. Donc vous voyez que ces assolements à grande échelle peuvent avoir différentes causes, et que la tendance est plutôt à une uniformisation des cultures en France sur la période 1970-2000. Il faudra regarder ce que ça donne aujourd'hui en 2020. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'information mise à jour dans les sources agrestes de 2020. La rotation, maintenant, qu'est-ce qui décide la rotation? C'est la suite des cultures, je le rappelle, se succédant sur une parcelle donnée. C'est la notion temporelle. Alors, évidemment, la décision, le choix doit se faire entre monoculture ou alternance de culture. L'idée qu'il faut alterner les cultures sur une surface est assez ancienne. On sait que les terres se fatiguent à force d'être exploitées. Donc, au début du 19e siècle, il y a un agronome, Victor Rivard, disait que la terre avait besoin de reconstituer ses forces par le repos, un peu comme un animal
qui seraient fatigués par l'effort, devraient se reconstituer. Donc c'était une observation empirique tout à fait admise et ancienne. Et puis il y avait un chimiste, Jean-Baptiste Boussingault, qui pensait, lui, que la fertilité des sols était une simple affaire de restitution, c'est-à-dire d'engrais. C'est l'époque où on a commencé à comprendre qu'il fallait remettre dans le sol ce que la plante en avait pris. Aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus nuancée des sols, même si les pratiques restent très largement dans la philosophie de Jean-Baptiste Boussingault. On rajoute ce dont la plante a besoin au sol. On sait que là, on peut jouer aussi énormément sur la dynamique du sol et des êtres vivants du sol, en particulier des populations microbiennes, qui sont indispensables pour assurer une fertilité sur le long terme des sols. Donc il y a aujourd'hui des pratiques culturales, des techniques culturales qui permettent de réhabiliter ou de stimuler la vie microbienne du sol. On verra tout ça dans le chapitre sur le sol. Alors là, je vais vous présenter une expérience que j'aime bien, parce que c'est une expérience de très longue durée qui avait été mise en place donc, dans un centre de recherche agronomique à Grignon en 1900. Donc vous voyez, c'est la manip qui a duré de 1900 à 1960. Les mecs, ils avaient de la suite dans les idées pour faire des manips aussi longues. Et c'est vraiment intéressant. Donc vous avez en abscisse des fertilisations azotées entre 1953 et 1960. Pour des parcelles qui étaient cultivées depuis 53 ans, c'est-à-dire depuis 1900, en monoculture de blé. Donc vous avez des parcelles en monoculture depuis 53 ans, et à partir de 1953, vous faites des manips en modulant la fertilisation azotée et en faisant ou non des rotations. Donc il y a deux facteurs qui varient à partir de 1953, entre 1953 et 1960. Soit vous continuez en monoculture sur les 4 premières modalités, mais vous rajoutez de l'azote, soit vous rajoutez de l'azote et vous pratiquez une rotation. La rotation étant betterave-blé ou jachère-blé. Eh bien, c'est très intéressant parce qu'on voit que, certes, lorsqu'on apporte de l'azote, alors à l'époque, les rendements étaient plus faibles qu'aujourd'hui. On était à 30 quintaux par hectare. Aujourd'hui, on doit être à 80-90. Mais vous voyez que, effectivement, si vous apportez 40 unités d'azote, vous avez 30 quintaux hectare. Si vous apportez 100 unités d'azote, vous avez un petit peu plus, 35-36 quintaux hectare. Par contre, si vous associez à cette fertilisation azotée une rotation, là, vous montez à quasiment 50 quintaux hectare. C'est-à-dire que l'effet de la rotation est, dans ce cas précis, plus important que l'effet de la fertilisation azotée. C'est dire l'importance ou l'enjeu de la rotation. Alors évidemment, c'est peut-être lié au fait que la monoculture de blé n'a pas épuisé que l'azote du sol, mais a épuisé d'autres éléments. Et le fait de pratiquer une rotation va permettre de jouer sur l'appétit de certaines espèces pour certains minéraux, et donc de récupérer une partie de la fertilité du sol. Donc c'est vraiment une expérience qui est tout à fait intéressante à considérer pour montrer que la rotation est vraiment une technique culturelle très importante. Alors vous avez ici quelques exemples de rotation populaires, classiques. Betterave, blé, colza, blé, pomme de terre, blé. Donc vous voyez, du blé tous les 2 ans, mais vous alternez betterave, colza, pomme de terre. Une rotation triennale, betterave, pomme de terre, blé. Puis des rotations plus sophistiquées qui vont introduire des espèces légumineuses comme betterave ou colza suivi d'un blé, puis d'orge, 3 ans de luzerne avant de revenir sur le blé. Donc là, vous avez une prairie artificielle avec de la luzerne qui va servir à alimenter le bétail et qui va être très intéressante aussi pour recharger le sol en azote, puisque ce sont des plantes, les légumineuses, qui fixent l'azote atmosphérique. Autre rotation, donc maïs ou tabac, suivi d'un blé, un régras, donc le régras c'est de l'herbe, c'est le gazon en fait, on utilise le régras pour l'alimentation du bétail. Un trèfle violet, puis à nouveau du régras, puis du trèfle violet, donc le trèfle violet qui est une légumineuse, et enfin à nouveau un blé, et on recommence. Donc vous voyez, les rotations, ça peut être très simple ou assez sophistiqué. Il est également intéressant de connaître quelle est la valeur des précédents culturaux classés par ordre décroissant. Si je veux faire un blé, quelle est la meilleure culture qui me permettra
de jouer le mieux sur la complémentarité et d'avoir le meilleur rendement pour le blé. Eh bien, la meilleure culture avant un blé, c'est la pomme de terre. Ensuite, la betterave sucrière, le colza, la luzerne, la févrole, le pois. Et puis, on voit que le blé, c'est la moins bonne culture en tant que précédent d'un autre blé. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver, ça, pour toutes les autres cultures. Ensuite, la betterave, son meilleur précédent cultural, c'est la pomme de terre. Puis une prairie retournée, les pois, le blé, la luzerne, l'orge, et la betterave elle-même. La betterave est le moins bon précédent cultural pour faire une betterave. Pour le maïs, l'idéal est d'abord d'avoir en précédent une prairie retournée. Pour le colza, ça va être la pomme de terre, etc., etc. Ensuite, vous avez la possibilité de calculer, idéalement, quel est le nombre minimum d'années qu'il faut laisser entre deux cultures de même nature. Par exemple, idéalement, il faut laisser 3 ans entre deux cultures de betterave. Mais on peut ne laisser qu'une seule année entre deux cultures de maïs. C'est pour ça qu'on pratique beaucoup la monoculture de maïs. Si vous allez vers le colza, on va monter à 6 ans, idéalement. Ça ne veut pas dire que tout le monde laisse 6 ans entre deux cultures de colza. Hein. C'est-à-dire que l'idéal, en jouant sur la rotation, c'est d'avoir 6 ans entre deux cultures de colza. C'est comme ça qu'on valorisera le mieux la deuxième culture de colza. Et pour le lin, c'est également 6 ans. Donc là, c'est lié à la production de substances toxiques. Ce sont des hétérosides cyanogènes hein, dans le lin. Il faut laisser le temps aux micro-organismes d'éliminer ces composés avant de faire une culture. Donc, le lin est une culture qui peut faire perdre de la fertilité à un sol de façon temporaire. Alors, ce qu'on met en tête de rotation, en tête de rotation, on va avoir des cultures qui auront un certain profil. Par exemple, des cultures qui demandent un travail profond du sol, qui vont permettre, lorsqu'on a fini la rotation, de repartir sur un sol retravaillé et aéré, donc décompacté. C'est bien aussi d'avoir une culture qui valorise bien les apports minéraux organiques, hein, donc on va essayer d'avoir un maximum de rendement en tête de rotation. C'est idéal aussi si elle restitue beaucoup, c'est-à-dire la restitution sont les organes qui ne sont pas prélevés, donc les tiges, les pailles, les feuilles, souvent les racines. Alors ça dépend de chaque culture. Hein. Dans le cas de la betterave, c'est la racine qu'on prélève. Hein. Donc on va laisser les fans, par exemple. Et plus la culture en tête de rotation laisse de résidus dans le sol, plus ces résidus vont se décomposer sous l'action des micro-organismes et relarguer des minéraux qui pourront nourrir les cultures suivantes. C'est bien aussi d'avoir une tête de rotation qui libère le sol suffisamment tôt. Donc là, on est dans une logique d'intensification pour pouvoir enchaîner une culture rapidement derrière. Donc vous avez, par exemple, des têtes de rotation comme la betterave, le colza, le maïs, etc. La prairie temporaire peut être une tête de rotation intéressante qui présente un effet positif pendant plus de 3 ans. Donc ça veut dire que le bénéfice de casser une prairie temporaire se verra sur les 3 cultures suivantes, 3 années successives. Une prairie permanente, alors ça vous pouvez le faire qu'une fois, mais vous pouvez la retourner et la mettre en culture, et là on peut mesurer un effet bénéfique pendant près de 30 ans du fait qu'il y a eu une prairie permanente avant. Donc ce sont évidemment des têtes de rotation aussi qui sont intéressantes. Quel est l'effet des précédents culturaux? Pourquoi certains précédents sont meilleurs que d'autres? Eh bien, ça joue sur la structure du sol, en fonction de l'enracinement, la fertilité chimique, selon les éléments que l'espèce en question a préférentiellement prélevés dans le sol. La flore adventice, certaines flores adventices se développent mieux avec certaines cultures qu'avec d'autres. Donc ça va avoir un impact sur la qualité en tant que précédent cultural. Les ravageurs et les pathogènes, si on peut éviter de cultiver 2 espèces, 2 années consécutives qui sont sensibles aux mêmes ravageurs, c'est pas mal pour casser les cycles de reproduction des ravageurs et des pathogènes. Et puis la date de libération de la parcelle, selon qu'on fait des cultures de printemps ou d'hiver, qu'on doit retravailler le sol à la fin de l'été ou pas, etc. Donc ça va permettre d'enchaîner plus rapidement les cultures et de mieux exploiter le sol.
Donc on va regarder ces différents effets de la rotation des précédents culturaux. D'abord la structure du sol. Eh bien, selon le nombre de traitements qu'on a fait, les engins qu'on a utilisés pour la récolte, leur poids en particulier, on peut avoir un tassement du sol et des ornières qui seront plus ou moins grandes, l'enracinement qui favorise ou pas la structure du sol, et puis la couverture végétale qui va limiter la battance. La battance et le ruissellement, c'est-à-dire la battance, c'est, on le verra aussi, c'est une croûte de terre imperméable qui se produit après des fortes pluies. Quand la terre ressèche, eh bien, elle va former une croûte comme ça qui va empêcher l'eau ensuite, les pluies suivantes, de pénétrer correctement. Donc vous avez donc des cultures qui sont améliorantes pour la structure du sol et d'autres plutôt pénalisantes. C'est un peu relatif, mais parmi les structures améliorantes, vous avez des enracinements puissants comme la luzerne ou le régras italien, des cultures qui demandent un travail du sol profond. Eh bien, ce sont des précédents favorables, puis améliorants pour la structure du sol, et puis des cultures plutôt pénalisantes avec des céréales qui auraient un enracinement faible ou qui nécessitent un travail du sol superficiel, ou des récoltes à l'automne, donc telles que le maïs ou la betterave. Et bien là, vous avez une pénalité sur la structure du sol à la fin de la culture. À noter que les jachères travaillées et les successions luzerne-blé, colza-blé ou colza-blé, maïs-blé-blé ont plutôt l'effet négatif le moins marqué. L'effet négatif le plus fort, c'est une succession maïs-blé sur de longues périodes. Par exemple, pendant 10 ans, là, vous avez un très, très mauvais impact sur la structure du sol. La disponibilité en éléments nutritifs. Donc, certaines cultures sont exigeantes en éléments minéraux. On dit qu'elles sont épuisantes pour ces éléments, alors que d'autres sont enrichissantes. Par exemple, les légumineuses enrichissent le sol en azote. En plus, il faut raisonner aussi en termes de taux moyen de carbone du sol. Il n'y a pas que de l'azote, du phosphore et du potassium qui sont importants pour la fertilité du sol. Le carbone aussi, en fait. Le carbone qui est restitué au sol donc, est 2 fois moins élevé en grande culture ou en culture fourragère que dans les prairies naturelles. Donc les prairies naturelles sont très intéressantes, on l'a vu, elles sont une bonne tête de rotation, aussi parce qu'elles ont un stock de carbone très important dans le sol qui va alimenter une flore microbienne pendant très longtemps. Donc ici, vous avez 2 tableaux. À gauche, un tableau des exportations en kilos par élément minéral. Donc l'azote, P2O5, donc le phosphate, la potasse, K2O, le soufre et le calcium. Eh bien, vous voyez que la betterave sucrière, avec un rendement de 60 tonnes par hectare, va exporter énormément de potassium et de calcium. 120 kg par hectare de potassium et 30 kg par hectare de calcium. Le blé d'hiver, lui, va, avec un rendement de 70 quintaux par hectare de grains, va exporter beaucoup d'azote, 135 kg d'azote par hectare. Le colza d'hiver, avec un rendement de 35 quintaux hectare, va exporter énormément de soufre. Alors c'est connu, le colza, donc, qui est une... alors on disait crucifère, mais c'est une brassicacée. Aujourd'hui on dit brassicacée. Comme toutes les brassicacées, fabriquent une classe de molécules qui sont les glucosinolates, qui contiennent des acides aminés soufrés. Et donc c'est une plante qui a besoin... Alors ce sont des molécules de défense contre les insectes. Et donc le colza est une plante qui a besoin d'une fertilisation en soufre importante. Et lorsqu'on va récolter le colza, eh bien, on va exporter une partie de ce soufre. Donc vous avez dans le tableau de droite ensuite le reliquat moyen d'azote minéral provenant du précédent cultural en kilos par hectare. Donc si vous avez un précédent de maïs grain, eh bien, vous aurez un reliquat négatif de moins 25 kg par hectare. Alors que si vous avez par exemple du colza, vous aurez un reliquat de 20 kg par hectare, parce que le colza a tendance à perdre ses feuilles aussi, et donc à les restituer au sol. Le pois, le haricot, la luzerne, la févrole, tout ça sont des légumineuses qui vont avoir un reliquat moyen d'azote minéral positif de 25 et 30 kg d'azote par hectare. Donc le reliquat, c'est ce qui est restitué au sol par la culture, ce qui n'est pas prélevé. Si vous prenez donc les céréales à paille enfouies ou alors à paille juste enlevée, eh bien, vous avez soit moins 20 kg d'azote hectare, soit 0 kg d'azote hectare. Alors cette différence entre les pailles enfouies et les pailles enlevées pour une culture de céréales
Selon que donc, le reliquat, vous l'enfouissez, eh bien, vous avez une perte d'azote de 20 kilos par hectare. Alors que si les pailles sont enlevées, ce sera seulement 0. Parce qu'en enfouissant du carbone, la paille c'est essentiellement du carbone dans le sol, eh bien, vous allez consommer de l'azote minéral à travers l'activité métabolique en fait, de micro-organismes qui vont donc déminéraliser cet azote, le mettre sous forme organique, et donc il ne sera plus utilisable directement par les plantes. Donc ça fait un reliquat négatif, paradoxalement. Donc, vous enfouissez le résidu et ça vous fait un reliquat négatif. Donc ces équilibres azote-carbone, on en reparlera aussi. Donc il faut gérer les résidus de récolte, hein, c'est la notion de restitution culturale. Lorsqu'une espèce est cultivée pour ses graines, blé, maïs, colza, tournesol, l'essentiel du phosphore prélevé par la culture est exporté. En revanche, la majorité du potassium, qui est plutôt présent dans les tiges et les feuilles, et sous une forme en plus soluble, va être restitué par donc, les pailles et les feuilles au sol. Ça équivaut quasiment à un apport minéral de potasse. Donc par exemple, un blé de 80 quintaux hectare restitue 100 unités de K2O par hectare par les pailles et les chaumes. Et le potassium nécessaire pour la culture suivante n'est que le complément de ce qu'a déjà restitué ce précédent cultural. Donc le blé est un bon précédent cultural pour une culture qui aurait besoin de beaucoup de potassium. L'effet des précédents culturaux maintenant sur la flore adventice, eh bien, on note un effet important des systèmes de culture sur les adventices, hein, en particulier celles qui ont une faible durée de vie. Donc, les graminées annuelles, les repousses de plantes cultivées, parfois c'est tout simplement des repousses, des graines de la récolte précédente qui sont tombées dans le champ, qui repoussent et qui vont faire concurrence à la culture suivante. Le problème des herbicides, c'est qu'ils ont tendance à réduire la biodiversité. Ils vont aussi favoriser des espèces qui sont peu sensibles à ces herbicides et qui se développent, par exemple, en dehors des périodes d'application. Et on va avoir un effet, évidemment, de mutation et d'apparition de tolérance aux matières actives. Donc c'est une course sans fin où il faut inventer de nouveaux herbicides. Alors ici, vous avez l'effet d'une rotation sur différentes adventices, hein, donc adventices pour ne pas dire mauvaises herbes. Hein. Donc vous avez la capselle, qui est une brassicacée, qu'on appelle aussi la bourse à Pasteur, la véronique, qui est une plante rampante, le mouron, une petite plante comestible, c'est de là que vient l'expression « se faire du mouron ». Quand on a du mouron dans le champ, on est très inquiet. La renouée, donc, qui est une polygonacée, la renouée liseron. Eh bien, vous voyez ici l'évolution du stock de semences adventices. Donc, on part sur une base 100 du stock en 1967. Selon que vous avez une rotation maïs-blé d'hiver ou une monoculture de céréales d'hiver. Donc vous voyez que l'effet de la rotation sur le stock est plutôt positif. Il a plutôt tendance à faire diminuer, par exemple, le stock de Véronique, de semences de Véronique, mais par contre, il va augmenter le stock de kénopodes blancs. Donc vous avez soit un effet de la rotation qui est nul, soit un effet qui est négatif, soit un effet qui est positif. La rotation est positive pour les espèces de mourons et de renouées. Donc la rotation permet de faire diminuer le stock d'adventices dans le sol. Le stock de semences d'adventices dans le sol. Effet des précédents culturaux sur les ravageurs et les pathogènes. Donc la monoculture va évidemment entretenir de façon permanente une population d'agents pathogènes. Hein, tant qu'on leur donne à manger, elles restent là. Donc des virus, des bactéries, des champignons, des nématodes, des insectes. Et la monoculture peut aussi favoriser des phénomènes de résistance des ennemis des cultures au traitement, puisque chaque année, on va être obligé de traiter. Et donc, on va favoriser les mutations qui permettent la résistance. Ça va entraîner aussi, évidemment, une baisse de la biodiversité. Ces pesticides qu'on épand, ça a un effet vraiment très négatif. Et la rotation est un bon moyen de casser l'emploi systématique des mêmes pesticides chaque année. Donc ça, c'est très intéressant, surtout que les rotations longues vont même complètement modifier la dynamique des populations de ravageurs et casser donc les rythmes d'infestation, les dynamiques d'infestation. Alors, il faut pour ça bien
distinguer deux types d'ennemis. Les ennemis spécifiques, comme le mildiou de la pomme de terre, lui, il est très sensible aux rotations. On peut le contrôler grâce à des rotations. Évidemment, vous avez des ennemis qui sont communs à plusieurs cultures, comme le puceron vert, qui s'attaque à plus de 120 espèces de plantes, dont beaucoup d'espèces cultivées. Donc évidemment, dans ce cas, la rotation sera d'une moindre utilité. Enfin, donc, concernant la date de libération des parcelles, vous avez ici l'effet de précédents culturaux. Donc, le blé va libérer les parcelles en fin juillet, début août. La récolte va se faire, c'est la partie rouge. On va pouvoir semer une culture d'hiver très rapidement, ensuite en octobre, préparer le sol et puis semer. Avec un maïs, ce sera moins facile, puisque la récolte ayant lieu en octobre-novembre, eh bien, il va falloir attendre le printemps pour refaire une culture derrière. Donc voilà, chaque culture impose, en fonction de sa date de récolte, de son cycle de production, en fait, dans l'année, eh bien, une contrainte à la culture suivante, à savoir la date à partir de laquelle on pourra exercer le semis suivant. Donc on va distinguer des intercultures longues, 6 à 9 mois, comme entre le pois et le maïs, le blé et le tournesol, et des intercultures moyennes, 1 à 3 mois entre deux blés, ou courtes, inférieures à 1 mois, entre un tournesol et un pois, ou entre un soja et un blé. Vous pouvez semer le soja, semer le pois moins d'1 mois après la récolte du tournesol, et vous pouvez semer un blé moins d'1 mois après la récolte de soja. Et puis vous avez des intercultures impossibles, vous ne pouvez pas faire un maïs suivi d'un colza, tout simplement parce qu'il y a une incompatibilité entre les dates de récolte et les dates de semis de ces deux espèces. Dans la rotation, il faut prendre en compte l'interculture et les jachères. Donc, entre deux cultures, on a 4 solutions. Soit on fait rien, ça s'appelle une friche, on laisse la terre nue. Donc là, les adventices vont pousser. On peut préparer le sol pour la culture suivante, faire un labour, laisser l'hiver passer sur le labour pour que ça gèle, par exemple. On peut faire une culture dérobée. Donc une culture dérobée, c'est une culture entre deux cultures annuelles qu'on récolte et qu'on valorise. Donc là, par exemple, un fourrage. Vous pouvez faire une culture d'avoine, de sarrasin ou de navet qui servira à l'alimentation du bétail. Ou vous pouvez faire un sipan, qui est une culture intermédiaire piège à nitrate. Donc là, la différence, c'est que le sipan est restitué au sol. On ne récolte pas la culture, on la laisse, elle va servir en fait à piéger les minéraux du sol sous forme organique, dans sa propre matière organique. Et lorsqu'on va détruire la culture en la broyant, par exemple, ou simplement en la couchant, eh bien, ces minéraux seront restitués au sol et donc disponibles pour la culture suivante après une certaine période de minéralisation, donc de décomposition de la matière organique. Donc bien distinguer la friche, qui est une terre laissée en repos, sans culture, de la jachère, qui est entretenue, qui peut être labourée, avec par exemple l'objectif de désherber. Ça a été relativement abandonné dans beaucoup d'endroits au profit de nouvelles techniques agricoles comme les sipans ou les cultures dérobées. La couverture du sol, le fait de ne pas laisser le sol nu, présente des avantages importants, comme de protéger le sol du lessivage ou de l'érosion. Vous pouvez laisser faire un couvert spontané, ce qui va favoriser des adventices, et donc il vous faudra derrière une stratégie pour détruire ces adventices. Donc ça va être le cas quand on travaille le sol en hiver, entre la récolte et le semis de la culture suivante. On aura un sol nu. Des herbicides non sélectifs peuvent être utilisés. Donc des herbicides systémiques, ou au contraire des herbicides sélectifs qui vont cibler les monocotylédones ou les dicotylédones. La fauche et le broyage des couverts végétaux, donc ça, c'est des moyens de lutte contre les adventices. Vous pouvez également semer le couvert, comme on l'a dit, pour organiser en fait la compétition vis-à-vis des adventices et protéger le sol. Donc on peut semer ce sipan, donc ça va être un sipan, ça va être une plante à croissance rapide, qui peut se développer même en fin de saison, dans des conditions non idéales, en couvrant le sol de façon importante, si possible, et puis qu'elle puisse piéger suffisamment de matière minérale sous forme organique, récupérable, pour ensuite enrichir naturellement la terre. Donc le sipan sera détruit sans être récolté, il sera broyé et enterré sur place, broyé pour réaliser des purins et d'autres produits phytosanitaires, donc dans ce cas-là il est exporté,
ou bien coupés et compostés pour servir de fumure ensuite. Donc voilà, vous avez le SIPAN, l'objectif protéger le sol par couverture, améliorer la structure du sol avec un effet matière organique. Les racines par exemple du SIPAN vont se décomposer dans le sol. Piéger les nitrates, contrôler les adventices par concurrence et améliorer la décomposition des résidus, en maintenant par exemple des conditions physiques favorables telles que l'humidité. Ça a un coût, un SIPAN, donc il faut que ce soit rentable. Il y a des risques sanitaires, votre SIPAN peut se transformer en adventice assez rapidement s'il n'est pas maîtrisé, et puis il faut gérer l'eau vis-à-vis de cette culture à part entière. Donc quelles sont les espèces? Les graminées, les légumineuses, les crucifères, donc brassicacées, les graminées dipoacées aujourd'hui, et d'autres donc comme la facélie, par exemple. Alors vous avez ici un certain nombre de cultures qui peuvent être utilisées en jachère. À gauche, vous avez l'espèce, du raigrand anglais, de la fétuque, du lotier, de la minette, du trèfle blanc, du sainfoin, des graminées plus trèfle blanc, donc des mélanges aussi. On vous donne un certain nombre de caractéristiques techniques, la dose du SMI, les contraintes en termes de pH du sol. Il y a des espèces qu'on ne peut semer que sur des sols pas trop acides, etc., etc. Donc voilà, des caractéristiques qui peuvent être intéressantes à connaître pour ces cultures de jachère. Pour mettre en place un système de production, l'agronome et l'agriculteur se posent deux questions. Au niveau de l'exploitation, comment combiner au mieux la production sur différentes parcelles en fonction de toutes les contraintes existantes? Et sur une parcelle, comment utiliser au mieux les relations climat-sol-plante pour obtenir la production maximale? Donc répondre à ces deux questions, c'est envisager la manière d'installer un système de production, c'est-à-dire d'établir un assolement et une rotation et de conduire des itinéraires techniques. L'agriculteur va prendre des décisions selon deux timings différents. Sur le plan stratégique, ce sont des décisions qui engagent l'exploitation à long terme. Assolement, rotation, type d'équipement à acheter, type d'organisation du travail. Et puis les décisions tactiques qui concernent les interventions culturelles à court terme, la manière d'exécuter une intervention, la date de début d'un chantier, etc. Comment choisir et installer ce système de production? D'abord en recueillant les références techniques et économiques sur les cultures régionales, d'où ici le rôle des organisations professionnelles agricoles, comme les chambres d'agriculture, pour fournir du conseil et des références. Il doit ensuite, cet agriculteur, se renseigner sur les parcelles, à savoir connaître le cadastre, leur superficie, leur forme, le type de sol, la distance vis-à-vis de l'exploitation, et connaître leur passé cultural. Quelle est la nature des cultures précédentes, les techniques utilisées, les fumeurs pratiquées, les rendements qui ont été obtenus, et des résultats éventuellement d'analyse de qualité ou de terre. À partir de ces données, l'agriculteur détermine la surface à assoler, affecte une surface aux différentes cultures et fixe l'ordre de succession des cultures. La surface à assoler, d'abord, est facile à déterminer en grande culture, c'est 100% de la surface. En polyculture élevage, on détermine d'abord la surface qui sera consacrée aux cultures fourragères, qu'on surévalue en général, de façon à sécuriser l'alimentation du bétail. Et donc les excédents des cultures fourragères, s'il y en a, feront du foin ou de l'ensilage qui peut être stocké ou revendu. L'autre possibilité, c'est de choisir des cultures qui ont plusieurs finalités, comme le maïs, par exemple. Pour affecter les surfaces, il existe différentes méthodes. De la plus simple, la méthode de la tête de rotation, à des systèmes plus complexes aujourd'hui qui sont informatisés. Alors la méthode de la tête de rotation, c'est simple, on choisit la tête de la liste des cultures par ordre décroissant de marge brute. Donc la culture qui rapporte le plus. On lui affecte la surface maximale possible. Une culture de cette sorte qui revient tous les 3 ans occupera donc un tiers de la surface pour faire une rotation. Ensuite, on prend la deuxième culture de la liste et ainsi de suite jusqu'à ce que la surface disponible soit totalement occupée. On doit ensuite évidemment corriger en vérifiant la concordance entre les besoins et les moyens de production disponibles. Est-ce qu'on aura la capacité en fonction de la main-d'œuvre, du matériel disponible, etc. Une méthode plus raffinée, c'est la programmation linéaire. Donc c'est un algorithme, c'est une méthode mathématique qui permet de déterminer les surfaces
des différentes cultures en maximisant la marge brute totale, en tenant compte, cette fois, de toutes les contraintes. La quantité et le coût de la main-d'œuvre disponible, la surface totale, la marge brute par hectare de chaque culture, et autres. Il s'agit donc d'une rationalisation complète de la prise de décision qui requiert d'avoir accès à des données précises sur les facteurs de production. Et ceci donc est rassemblé aujourd'hui dans des systèmes experts, donc des algorithmes de plus en plus sophistiqués, qui sont capables informatiquement de prendre ces décisions. En tout cas, de faire des propositions, évidemment, c'est toujours l'agriculteur qui choisit, qui valide au final. Pour installer et conduire les cultures, on va déterminer la succession culturelle par parcelle, en fonction de sa superficie, de son accessibilité, est-ce qu'elle est loin de l'exploitation ou pas, de l'environnement climatique. Deux règles générales sont à respecter. Affecter les cultures les plus rémunératrices aux meilleures parcelles et libérer le terrain le plus tôt possible. Donc là, on est dans une logique de production intensive. Par exemple, betterave, blé d'hiver, si la betterave n'est pas récoltée à temps, il faudra semer une variété plus tardive ou une céréale de printemps. On va élaborer ensuite les ITK, les itinéraires techniques, pour une optimisation de la marge. On distingue les cultures pour lesquelles les principales interventions ont lieu avant le semis ou au moment du semis, comme pour la betterave sucrière ou le pois, et celles qui exigent un suivi tout au long du cycle cultural, comme le blé ou le colza. Les itinéraires techniques vont tenter de valoriser au maximum le milieu, le matériel végétal, en réduisant les coûts. Il y a un principe de parcimonie dans l'itinéraire technique, moins on intervient, mieux c'est, et également en tenant compte du prix des intrants, mais aussi des externalités environnementales telles que les pollutions. Il existe un certain nombre d'aides à la conduite pendant la culture. On abordera ce point lors du chapitre sur la fertilisation, un peu plus en détail. Donc des étapes en particulier de diagnostic visuel ou d'analyse qui vont conditionner des interventions ou des choix techniques ou de matériel ou la mise en œuvre d'un chantier ou d'un autre. Les outils disponibles pour ça sont des modèles utilisables soit à des fins de simulation dans la recherche, ou des programmes d'aide à la décision, donc des logiciels de calcul de la fumure par exemple, des besoins en temps de travaux, des systèmes de pilotage de l'arrosage, etc. Pour conclure, voici deux itinéraires techniques simplifiés. Donc on parle d'itinéraire culturel simplifié en haut du maïs, en bas du blé tendre. Et on va noter un certain nombre de différences. D'abord, ce qui saute aux yeux. Donc les interventions sont les flèches vertes sous la frise chronologique qui montre les stades de développement en fonction du temps du végétal. Eh bien, on voit que le maïs nécessite surtout des interventions en début de culture, que ce soit pour le désherbage, la fertilisation ou les insecticides. À partir de la floraison, on va avoir beaucoup moins ou pas d'intervention. Contrairement au blé tendre, donc, qui va nécessiter des opérations de désherbage régulières, une fertilisation un peu au milieu du cycle, avant les piaisons, et le passage de fongicides qui peuvent être assez nombreux selon les saisons et les régions climatiques. Ensuite, un régulateur de croissance, un ou deux passages, on l'a déjà évoqué, et puis des insecticides au cas par cas. Donc on voit ici que les systèmes de production peuvent être assez variés et surtout imposer des contraintes extrêmement différentes.